Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV, la 28e édition de la PwC Global CEO Survey. C'est le sujet de ce Focus Echo. L'étude a été menée auprès de plus de 4700 dirigeants internationaux dans 109 pays. Il en ressort que malgré un environnement économique en perpétuelle évolution, 90% des entreprises marocaines affichent toujours de la confiance. En tout cas, les dirigeants marocains affichent de la confiance dans leurs perspectives de croissance. 81% des dirigeants marocains également confiants quant aux perspectives de croissance de l'économie marocaine. Malgré l'optimisme affiché, les risques cyber et climatiques sont au cœur des préoccupations des dirigeants marocains. Quant à l'intelligence artificielle, elle s'impose comme un levier de transformation et de création de valeur. On décrypte ces chiffres dans ce Focus Echo avec Monsieur Reda Loumani. Vous êtes Territory Managing Partner au PwC au Maroc. C'est un plaisir de vous recevoir. Ravi d'être avec vous. Alors, donc, comme je viens de le dire en préambule, une étude qui a été faite sur un champ assez large quand même, 109 pays, plus de 4700 dirigeants, une cinquantaine de répondants au Maroc. Comment les dirigeants marocains expliquent cette résilience marocaine, de l'économie marocaine face à l'environnement économique actuel mondial qui est assez incertain? Je pense que ça s'explique par différents facteurs, mais il y a déjà une résilience dans la confiance, j'ai envie de dire, parce que lorsqu'on regarde l'évolution de la confiance des entrepreneurs marocains quant à leur propre entreprise, ou bien un cran au-dessus quant à la bonne santé future de l'économie marocaine, ça fait maintenant quasiment depuis la sortie de Covid, même avec une période inflationniste 2022, on était déjà dans des niveaux de confiance relativement élevés. Donc ce qui est quand même intéressant, c'est d'observer que cette confiance s'est renouvelée année après année depuis la sortie de la Covid. Et pour moi, ça c'est une bonne nouvelle parce qu'on peut avoir une confiance qui fait yo-yo et qui pourrait remettre en cause la trajectoire de notre économie, la trajectoire et l'ambition de nos chefs d'entreprise. Ce n'est pas le cas. Chaque année a pu avoir son lot de difficultés, je le disais, post-Covid, une année de rattrapage. Ensuite, on a eu la guerre en russo-ukrainienne avec les impacts sur l'inflation. Pour autant, on a aujourd'hui un certain nombre d'incertitudes quant, on va dire, aux grands mouvements de barrières douanières qu'on anticipe, qu'elles verront le jour ou pas, avec quelle incidence. Malgré tout ça, et ça c'est quand même très intéressant pour nous, c'est de se dire que non seulement notre économie est résiliente, mais j'ai le sentiment qu'il y a aussi une résilience dans le niveau de confiance que l'on a dans nos entreprises. Justement, comment expliquer cette confiance renouvelée? Je pense pour différentes raisons. D'abord, une chose est certaine, cette tension que l'on commence à percevoir avec de potentielles barrières douanières qui vont venir quelque part bouleverser le monde du commerce international tel qu'on l'a connu depuis des décennies aujourd'hui. On n'est pas forcément, nous, en première ligne, il faut d'abord le dire, d'accord? Donc, on ne fait pas partie de ce combat. Hein. C'est un combat. On peut être impacté. Voilà, j'y arrive. D'accord, ce sont des grandes puissances économiques, l'Europe, les États-Unis, la Chine. Le reste ne peuvent être que des dommages collatéraux, ou bien, à l'inverse, des pays qui arriveront à tirer profit de ces frictions commerciales. Pourquoi? Parce que d'abord, on a quand même malgré tout une économie qui reste encore beaucoup drivée par une demande intérieure assez forte. Donc, forcément, une partie significative de notre tissu économique est d'abord drivée, et sa croissance est drivée par la demande intérieure. La demande intérieure est forte aujourd'hui. Donc, et elle est forte, et avec un horizon de temps, 2030, voire au-delà, personne aujourd'hui n'anticipe une baisse de cette demande. Donc on a clairement de la visibilité sur la demande intérieure, et sincèrement, ne serait-ce que pour ça, ça justifie déjà qu'on ait un niveau de confiance plutôt élevé. Ensuite, sur les autres sujets, on est encore qu'aux prémices de tout ça. Voilà, il y a eu quelques jours de cela, on a tous lu dans la presse l'Union européenne qui, en tout cas moi,
mon grand étonnement, voire désarroi, et je ne comprends pas tellement pourquoi ils se lancent dans ce type d'initiative. Ils érigent des barrières douanières pour les jantes en alu, produites au Maroc, avec des investisseurs chinois. Donc, pour l'instant, on commence à avoir les prémices de. C'est encore trop tôt pour crier à la panique, et je ne pense pas qu'on criera à la panique de toute façon. Mais pour autant, c'est aussi riche d'enseignements. Ça veut dire que même les choix que notre pays fait d'un point de vue souveraineté dans nos investissements, avoir des investisseurs étrangers, c'est nécessaire. Mais être les premiers investisseurs dans son propre pays, c'est encore mieux. Je pense que c'est l'initiative du fonds Hassan II et d'autres fonds structurels qui ont vu le jour. Ça veut dire aussi qu'on doit, peut-être encore nous, Marocains, pour pouvoir consolider cette confiance, investir encore davantage de nos propres deniers, j'ai envie de dire, dans notre tissu économique et industriel marocain, parce qu'il va y avoir, encore une fois, cette période d'incertitude. On ne sait pas si elle durera 2 ans, 3 ans, 4 ans, au-delà. En tout cas, les indicateurs sont positifs pour le Maroc, l'entrepreneuriat au Maroc, les entreprises marocaines, des entreprises qui se sont montrées résilientes face aux différents chocs extérieurs dans tous les cas. Mais justement, dans ce climat d'incertitude et parmi les risques que vous avez cités, comment aujourd'hui les entreprises marocaines peuvent transformer ces risques géopolitiques, tensions internationales, incertitudes économiques en opportunités de développement économique? C'est ce que je vous disais, je pense que l'un des enseignements, à mon avis, qu'on vivra, c'est qu'il faudra qu'on continue à investir massivement dans notre tissu économique, dans notre tissu industriel, pour se donner les moyens de créer plus d'emplois qu'on en crée aujourd'hui. Je pense que le cheval de bataille aujourd'hui de l'ensemble des forces vives du pays, qu'elles soient politiques ou économiques, c'est la création d'emplois. Donc il faudra qu'on y aille plus massivement. Oui, on a besoin d'investissements directs étrangers, mais j'ai envie de dire, on a d'abord besoin de mobiliser des fonds localement. Je pense que c'est important d'orienter davantage les investissements marocains vers les secteurs créateurs d'emplois et créateurs de richesses. Je pense que ça, c'est déjà une opportunité pour moi, dans le sens où la seule façon d'avoir la maîtrise totale, c'est d'être autosuffisant. En tout cas, aussi souverain que possible sur nos investissements et occuper davantage le terrain et l'espace. Voilà, je pense et ça, je pense qu'on n'a pas d'enjeu en matière de levée de fonds au Maroc. On est en capacité de le faire. Chaque fois qu'on a eu des grands chantiers, des grandes initiatives, on y est arrivé. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas en capacité de le faire. Donc, moi, c'est plus une question de volonté et de timing. Mais mon sentiment, c'est qu'on gagnerait à le faire davantage et être un peu plus autonome sur ces investissements. Et c'est un petit peu la voie qu'on est en train de suivre. Dans cette étude, il y a aussi un accent qui a été mis sur l'intelligence artificielle, un outil aujourd'hui stratégique qui doit être utilisé par les entreprises. C'est en tout cas une question de temps. Il faut commencer puisque c'est un outil qu'on utilise au niveau mondial. Comment justement utiliser cet outil pour transformer les entreprises et les rendre plus résilientes? Si on observe sur ces ne serait-ce que 12-18 mois, il y a eu une espèce de, même pour des gens comme nous, pour être tout à fait honnête, une totale démystification du sujet de l'intelligence artificielle. Ça paraissait quelque chose de totalement hors de portée. On avait énormément de mal, finalement, à mettre des choses concrètes derrière. Aujourd'hui, ça s'est démystifié et plus d'une entreprise sur 2 émet le souhait ou a déjà intégré de l'IA. Il y a 2 composantes, finalement, pour nos entreprises. La première, pour moi, c'est de dire l'IA, et ça fait partie de la conduite du changement, l'IA n'est pas destructeur d'emplois, parce qu'on entend beaucoup, d'ailleurs que ce soit l'IA ou que ce soit la robotique, on entend beaucoup, non, c'est pas vrai, puisque les décennies où des économies ont connu le plus de croissance ont été des décennies où le niveau d'invention n'avait jamais été aussi élevé. Donc pour moi, non, il ne faut pas du tout le prendre comme étant... c'est le comment on l'utilise, et aujourd'hui on le voit, en tout cas dans nos entreprises au Maroc, c'est avec lesquelles on a échangé, c'est avant tout un outil de transformation et de re-engineering de process.
on va retrouver aujourd'hui de l'intelligence artificielle sur des process de fronting client, de mise en relation avec client, de gestion du client. Et le seul enjeu pour nous, c'est de bien l'utiliser. Mais de toute façon, c'est une figure imposée. Ça l'est déjà, ça le deviendra encore plus, avec aussi un phénomène assez particulier, c'est que on n'est pas sur des temps longs finalement, on est sur des temps extrêmement courts, puisque lorsqu'on voit l'évolution de la Gen AI, tous les 2-3 mois, on a new release. Ça veut dire que ça évolue très vite. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on utilise un outil ou une matière qui évolue aussi rapidement et comment l'utiliser de façon intelligente et être capable de suivre son évolution. Et puis la question de la compétence également. Avoir les compétences nécessaires ou la mise à niveau au niveau des formations, au niveau des transformations des métiers qu'on ne détruit pas forcément, mais qui se transforment. Ils se transforment dans leur façon de livrer ce qu'ils faisaient jusqu'à présent. Ensuite, aujourd'hui, lorsqu'on parle de Gen AI, il y a, on va dire, 2 grands centres. Je dirais, il y a les US, la Chine, même l'Europe est loin derrière. L'enjeu pour un pays comme nous, ce n'est pas d'être des précurseurs de développement de la Gen AI, c'est de l'utiliser à bon escient et l'utiliser de façon à ce qu'elle impacte positivement les services que nous rendons, les produits que nous développons et comment nous le faisons. Voilà, je pense que c'est ça l'enjeu pour... et on est quand même dans notre pays plutôt bien doté en ingénieurs. De nombreux pays dans le monde nous envient le fait qu'on ait autant d'ingénieurs femmes comme dans des proportions bien supérieures à la moyenne de ce qu'il peut y avoir dans d'autres pays. Donc sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait un enjeu au Maroc d'appropriation. Non, c'est tout sauf ça. Pour moi, l'enjeu véritable, il n'est pas l'appropriation. L'enjeu véritable, c'est la conduite du changement, le courage d'aller plus vite, plus loin, mais il n'y a pas d'enjeu d'appropriation. Je pense que les gens ont tout ce qu'il faut pour se l'approprier correctement et plutôt facilement. C'est plutôt l'optimisation, justement. Voilà. Merci à vous, Monsieur Reda Loumani. Je rappelle que vous êtes Territory Managing Partner au PwC au Maroc. C'était un plaisir de vous recevoir dans ce Focus Eco. Le plaisir était partagé. Merci de m'avoir reçu. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité.